Hello mes enfers, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un couple de tueurs en série. Alors installez-vous bien confortablement et prenez votre jus de grenade parce que ça va être explosif. Aujourd'hui, je vous parle de Charles Starkweather et Caril Ann Fugate, un jeune couple de tueurs en série américains qui a fait 11 victimes en seulement un an. Alors, vous les connaissez? Non? C'est parti! Charles Starkweather est né le 24 novembre 1938 à Lincoln, dans le Nebraska, et il est le troisième enfant d'une fratrie de 7 frères et sœurs. Selon le voisinage, c'est une famille tout à fait respectable, les enfants sont bien élevés et sont plutôt calmes. Son père, Guy Starkweather, est issu de la classe ouvrière et il travaille comme menuisier. La famille ne roule pas sur l'or et a quelques difficultés financières, mais les parents veillent toujours à ce que les enfants mangent à leur faim. Le père se retrouve souvent sans emploi, à cause notamment de douleurs au dos et d'une polyarthrite rhumatoïde qui lui enflamme les mains. Et par conséquent, c'est la mère, Hélène Starkweather, qui prend régulièrement le relais en travaillant comme serveuse. Starkweather a fréquenté l'école élémentaire de Saratoga, le collège Irving et enfin le lycée Lincoln. Il n'a jamais été maltraité dans sa famille, mais il était très souvent moqué par ses camarades, notamment parce qu'il avait une anomalie congénitale qui lui a provoqué une déformation des jambes. Et en plus de ça, il bégayait. Il n'a jamais été très doué à l'école et ses professeurs disaient de lui qu'il était plutôt lent et qu'en plus de ça, il ne s'appliquait pas vraiment quand il faisait des choses. Sa myopie sévère n'a été détectée qu'à l'adolescence et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'a jamais été très brillant à l'école. Cependant, il y avait une matière dans laquelle il excellait et cette matière, c'était le sport. C'était certainement une façon pour lui de décharger sa rage envers ses harceleurs. En grandissant et parce qu'il devient beaucoup plus musclé et beaucoup plus fort que ses camarades, il inverse les rôles et il se met à embêter ceux qui l'avaient humilié depuis tout petit. Cependant, sa rage et sa violence feront surface dès qu'il sera contrarié, ce qui lui vaudra le titre de l'un des adolescents les plus problématiques de la ville. Il a justifié ses bagarres par le fait d'avoir été ridiculisé dans son enfance. Certaines explosions de violence étaient brèves et d'autres terminaient lorsque son adversaire était inconscient. En d'autres termes, ça pouvait durer très longtemps. D'ailleurs, son meilleur ami Bob Van Bush a témoigné en disant « Il avait aussi un autre côté de sa personnalité, il pouvait alors se montrer méchant, cruel. » Après avoir vu le film La fureur de vivre, il se reconnaît et développe une certaine fascination pour l'acteur James Dean. Dès lors, il commence à se coiffer et à s'habiller comme lui et il va même se mettre à fumer. Starkweather se retrouve énormément en le personnage de Jim Stark. Tout comme lui, il a un complexe d'infériorité, il se pense incapable de tout et il pense très sincèrement que ses échecs le conduiront à la misère. Son meilleur ami, Bob Van Bush, sortait avec Barbara Fugate. Et c'est comme ça que Starkweather a rencontré Caril Ann Fugate, qui avait en 1956 13 ans, alors que Starkweather en avait 18. Fugate va être tout de suite attirée par lui, car elle est fan de l'acteur James Dean, et elle rêvait de sortir avec un bad boy. Starkweather travaille dans un entrepôt de la Western Union, situé juste à côté de la Whittier Junior High School, où Fugate étudie. Et par conséquent, ils se voient très souvent pendant la semaine. Fugate vivait avec sa mère et son beau-père et ils diront d'elle qu'elle était attirée par la rébellion et qu'elle avait un caractère assez changeant. Ses parents n'acceptent pas sa relation avec Starkweather à cause de l'écart d'âge, mais aussi à cause de la mauvaise influence qu'a Starkweather sur leur fille. En effet, ils ont appris que Starkweather se baladait toujours avec une arme sur lui et qu'il avait appris à leur fille à lancer des couteaux. Il n'empêche cependant pas la relation, car vous savez comment ça marche. Quand on est adolescent, si on nous interdit quelque chose, on va justement tout faire pour faire cette chose. Et donc, ils espèrent juste que leur fille se lasse de cette relation et de Starkweather. Les choses vont empirer pour Starkweather lorsqu'il va emprunter la voiture de son père et qu'il va la lui rendre accidentée. En fait, il avait tout simplement voulu que Fugate conduise,
sauf que cette dernière était rentrée dans un automobilisme. Même si Starkweather avait payé les frais de réparation, c'était un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et ses parents l'ont expulsé de chez eux. Quasiment au même moment, il perd son emploi et il devient alors éboueur. Son ancien employeur avait d'ailleurs dit « C'était l'homme le plus stupide que nous avions. Il fallait parfois lui dire les choses 2-3 fois pour qu'il les fasse. » Comme il se retrouve sans logement, il décide de louer un appartement dans le même bâtiment où son meilleur ami Bob Van Bush vit avec Barbara Fugate, et d'ailleurs ces deux-là s'étaient mariés. Starkweather devient de plus en plus violent, d'autant plus qu'il est éboueur dans le quartier de Lincoln où vivent les classes moyennes et les classes supérieures, ce qui fait ressurgir chez lui ce sentiment d'injustice face à toutes ces inégalités. Il dira même « Dead people are on the same level ». En gros, que tu sois pauvre ou riche, une fois que t'es mort, il n'y a plus d'inégalité. Cette phrase deviendra un peu son mantra et il se considérera en un sens justicier. Le 30 novembre 1957, Starkweather veut offrir un chien en peluche à sa petite amie et il se rend dans une station-service, sauf que comme il n'a pas assez d'argent, il demande au caissier s'il peut lui faire crédit, ce que ce dernier lui refuse. Robert Colver lui refuse le crédit, le ton monte entre les deux hommes et Starkweather s'en va en colère. Seulement, l'histoire ne s'arrête pas là. Il revient dans la nuit, quelques heures plus tard, avec un fusil. Au début, il laisse le fusil dans la voiture, il retourne à l'intérieur de la station-service et achète un paquet de cigarettes. Il sort ensuite de la station-service, remonte dans sa voiture, fait un tour, avant de revenir une seconde fois, cette fois-ci pour acheter un paquet de chewing-gum. Il revient de nouveau dans sa voiture, repart, fait 100 mètres et rebrousse chemin. Cette fois-ci, il est décidé, il prend son arme, il met un bandana rouge, un chapeau, de manière à ce qu'on ne puisse pas le reconnaître. Il entre dans la station-service avec son fusil et menace le caissier en lui demandant 100 $, ce que le caissier lui donne, puis il le menace et le force à aller dans sa voiture. Starkweather emmène Robert Colver dans une zone éloignée et le jeune de 21 ans essaie de désarmer son ravisseur en vain, puisque ce dernier lui tire une balle dans les genoux, puis l'achève avec une balle dans la tête. De retour chez lui, il raconte à Fugate qu'il a réussi à avoir 100 $, mais que par contre ce n'est pas lui qui a tué le caissier. Alors on ne sait pas vraiment si Fugate l'a cru, mais dans tous les cas, elle ne l'a pas dénoncé. Comme il a réussi à voler de l'argent, qu'il a encore sa petite amie à ses côtés, et qu'il a réussi à tuer sans être inquiété, il commence à se sentir invincible et se dit que la loi ne peut rien contre lui. Les jours passent et 2 mois plus tard, le 21 janvier 1958, Starkweather se rend chez les parents de Fugate. On n'a pas vraiment d'explication quant à cette visite. Apparemment, une dispute éclate entre ses beaux-parents et lui, le ton monte et donc les beaux-parents décident de le mettre à la porte, ce que Starkweather n'apprécie pas et donc il revient avec son fusil. Et selon ses dires, le beau-père l'a menacé avec un marteau, c'est pourquoi il lui a mis une balle dans la tête, et Velda Barlett l'a menacé avec un couteau, et c'est aussi la raison pour laquelle il lui tire une balle dans la tête. Il récupère ensuite le couteau que la femme avait dans la main et le lance sur la demi-sœur de 2 ans, Betty Jean. Il affirme être revenu voir le père car ce dernier bougeait encore. « J'ai essayé de l'égorger, mais le couteau ne voulait pas rentrer dans sa chair. Alors j'ai appuyé ma main dessus et le couteau est rentré dans sa gorge. » Quand Fugate rentre chez elle, Starkweather lui explique ce qui s'est passé et elle l'aide à cacher les corps. Il reste 6 jours dans la maison et pour éviter d'être dérangé, ils vont mettre un mot sur la porte, mot sur lequel était écrit « Restez à l'écart, tout le monde est malade ». Ils prétexteront une grippe à toutes les personnes qui viendront sonner à la porte. Et quand la grand-mère de Fugate vient, elle lui dit de ne pas rentrer et que si elle rentre, la vie de sa mère est en danger. La grand-mère, après 7 jours, est fortement inquiète. Elle appelle la police et quand ces derniers arrivent sur les lieux, ils trouvent une maison en ordre et complètement vide. Donc, ils ne vont pas chercher plus loin et ils vont repartir en disant qu'il n'y a rien de grave.
Cependant, le mari de Barbara Fugate, Bob Van Bush, se décide à aller sur place et à fouiller la maison, quitte à ouvrir tous les tiroirs, tous les placards. Enfin bref, il veut trouver ce qui se passe et il va trouver les corps des 3 victimes dans le poulailler. Les 2 amoureux sont déjà partis dans le Nebraska et ils se rendent dans la ferme d'un ami de la famille de Starkweather. Et là, on ne sait pas pourquoi, Starkweather explose de rage et décide de tuer August Meyer, 70 ans, de 6 balles dans la nuque. Et aussi, il tue son chien. Il ne reste pas longtemps sur les lieux et quand ils veulent repartir, leur voiture s'embourbe. Alors, ils se disent qu'il faut abandonner le véhicule et ils font du stop. 2 adolescents s'arrêtent et Starkweather les force à les conduire à une école abandonnée où se trouve un abri anti-tornade. Starkweather tue Robert Jensen qui avait 17 ans et il dira plus tard que c'est Fugate qui a tué Carole King qui elle avait 16 ans. Le 30 janvier 1958, il retourne à Lincoln avec la voiture de Jensen et il passe devant la maison histoire de voir si les corps ont été retrouvés ou non. Évidemment, il y a beaucoup de voitures de police au bout de la rue. Et donc ils se disent qu'en effet, ils ont trouvé les corps et c'est carrément débile parce que tout le monde les recherche. Ils se dirigent après dans le quartier le plus riche de Lincoln et rentrent dans la maison d'un homme d'affaires industriel de 48 ans, Lower Ward. Sauf que ce dernier n'est pas là. Il trouve la femme, Clara Ward, et la femme de ménage, Lillian Flank, et il va leur demander de les servir. En fait, il demande tout simplement à ce que des riches se mettent à son service, lui qui était pauvre. Donc lui fasse le petit-déj, lui apporte, je sais pas, à boire, etc. Il tue l'épouse en début d'après-midi, soi-disant parce qu'elle avait pris un revolver. Et ensuite, ils attachent la femme de ménage et lui et Fugate la poignardent tour à tour. Quand Lower Ward rentre, il le pousse en bas des escaliers et il l'abat d'une balle dans la tête. Alors qu'ils sont dans la maison, le journal est déposé au pas de la porte et Starkweather est très content parce qu'il fait la première page du journal. Et il dira même à sa petite amie « Regarde, on est des stars, on fait la première page ». Franchement, il n'y a pas de quoi être fier. Le couple récupère des bijoux dans la maison, ils prennent ensuite leur voiture, une Packard 1956, et avant de s'enfuir pour le Nebraska, ils repassent devant la maison. Débilité bonsoir, pour éviter de se faire repérer et parce que la Packard 1956 n'est pas vraiment une voiture passe-partout, ils décident de s'arrêter sur une aire de l'autoroute de Dallas et agressent un commercial qui était en train de dormir sur un parking, Merle Collinson, qui a alors 37 ans. Après avoir tué l'homme de 9 balles, Starkweather galère un petit peu à repartir parce qu'en fait la voiture avait un frein d'urgence et il ne connaissait pas ce modèle et donc il ne savait pas s'en servir. Comme il cale à plusieurs reprises, un automobiliste s'arrête pour l'aider, mais Starkweather le menace avec son fusil et donc une altercation éclate entre les 2 hommes et heureusement pour l'automobiliste, il y avait un shérif adjoint qui était dans le coin et donc il a couru vers lui pour lui dire « C'est Starkweather, il va me tuer ». C'est le début d'une course-poursuite à 160 km/h et le shérif va tirer une balle qui va éclater le pare-brise et aussi blesser Starkweather. Ensuite, Starkweather et Fugate vont tomber sur un barrage et donc il va s'arrêter. Mais le shérif a déclaré après « Il pensait qu'il saignait à mort ». C'est pourquoi il s'est arrêté. Pour le procès, le couple demande à être extradé du Wyoming vers le Nebraska, tout simplement parce qu'ils pensaient qu'au Nebraska, il n'y avait pas la peine de mort, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que c'était au Wyoming que la peine de mort n'était pas appliquée. Au début, Starkweather dira que sa petite amie n'a rien à voir avec tout ça et qu'en aucun cas elle a participé au crime. Il va même déclarer au shérif Merle Carnop « J'ai toujours voulu être un criminel, mais pas un grand. Il ne m'aurait jamais attrapé si je ne m'étais pas arrêté. » Starkweather changera sa version des faits à plusieurs reprises jusqu'au procès où il va carrément accuser Fugate d'être une complice consentante et participante. De son côté, Fugate dira toujours la même chose. Elle était son otage et il l'avait menacée de tuer toute sa famille si elle ne le suivait pas. Donc en fait, elle est en train de dire qu'elle n'est pas au courant que toute sa famille est déjà morte. Le juge en charge de l'affaire ne va pas la croire.
Starkweather est condamné à mort pour le meurtre de Robert Johnson et c'est d'ailleurs le seul meurtre pour lequel il a été jugé. Le 21 novembre 1958, Fugate est condamné à la prison à perpétuité, mais sa peine sera par la suite réduite à 18 ans de prison et elle sera libérée en juin 1976. Elle s'installe au Michigan, change de nom de famille et travaille comme concierge. En 2007, elle se marie avec Frédéric Clair et refusera de reparler des meurtres. Son mari décède dans un accident de voiture 6 ans plus tard, en 2013. Elle déménage alors en Ohio et on n'entendra plus jamais parler d'elle. Le 25 juin 1959, 17 mois après son arrestation, Starkweather est exécuté sur la chaise électrique du pénitencier de l'État de Lincoln. 1h30 avant son exécution, il avait eu un sursis puisque de base, il devait se faire exécuter le 22 mai 1959. Ce sursis avait notamment été possible grâce à son père qui avait supplié les juges. Il est enterré au cimetière de Wyuka et, ironie du sort, il est enterré dans le même cimetière où reposent 5 de ses victimes. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous avoue que c'est un peu flippant de voir que ce couple de tueurs en série était aussi jeune et qu'il a commis ces 11 crimes en un an seulement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.